Andolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous proposer son podcast. « 26e épisode. Nous sommes accueillis à l'UBO Open Factory par Yves Quéré, son cofondateur. On parle évidemment équipement, imprimante 3D et découpeuse laser, mais surtout de leurs nombreux projets passés, en cours et à venir, innovation ouverte et marathon créatif. Yves Quéré, bonjour. Bonjour. Tu es enseignant-chercheur à l'UBO en électronique, mais surtout directeur de l'UBO Open Factory. Et c'est à ce titre qu'on t'a invité. Merci beaucoup de nous recevoir dans les locaux de l'Open Factory. Merci pour l'invitation. C'est quoi l'Open Factory ? L'Open Factory, c'est d'abord un service général de l'université qui a été créé en 2016. Et c'est aussi un laboratoire d'innovation. Donc, on l'appelle aussi un laboratoire ouvert d'innovation multidisciplinaire. Donc, pour lui donner une coloration ouverte par rapport à d'autres types de laboratoires, et puis aussi multidisciplinaire parce que on veut profiter justement qu'on soit à l'université pour connecter les disciplines entre elles. Donc, on fait des efforts particuliers en fait pour faire en sorte que différentes disciplines, donc des chercheurs ou des enseignants ou des étudiants puissent participer plus facilement. Et donc c'est l'UBO, vous avez des partenariats ? On a des partenariats, donc on a beaucoup de partenariats internes avec des laboratoires, des composantes d'enseignement, mais aussi externes avec des entreprises, des collectivités, et puis même on va aussi faire des collaborations avec des particuliers, ça nous arrive. Et toi-même, tu es dans la structure depuis le début ? Voilà, je suis cofondateur du lieu, donc avec une autre personne que j'ai embauchée au tout début, un ingénieur de recherche, Mathieu Cariou, qui est aujourd'hui directeur adjoint. Et comment ça se structure à l'intérieur ? Il y a des laboratoires, c'est plutôt par projet. Comment vous fonctionnez ? Ce qui est important, c'est qu'on a une vision projet. Toute personne qui rentre dans le lieu a une intention de faire quelque chose. Donc on considère que c'est un projet déjà de vouloir faire quelque chose, et le projet peut être très très petit comme il peut être très très ambitieux. Simplement, c'est important d'avoir cette posture-là pour nous par rapport à d'autres choses qu'on peut faire ailleurs, quoi. Et c'est principalement des étudiants de l'université, d'autres chercheurs à qui vous vous adressez plus particulièrement ? Alors, ce qui est important, c'est qu'on s'adresse à tout le monde parce que l'objectif, c'est de faire du croisement. Donc, on a parlé de croisement de disciplines, mais c'est aussi du croisement générationnel, c'est du croisement de culture. Donc, on a des services qui viennent s'adresser séparément à tous ces publics différents, mais on a aussi des services qui permettent de mettre en commun. Donc, je prends un exemple des marathons créatifs, donc qui sont ouverts à tout le monde. Et donc, on vient connecter les communautés qu'on a créées un peu séparément entre elles sur des événements en particulier. D'accord, et donc vous réunissez tout le monde dans les locaux. C'est ça. Et tout le monde peut participer à hauteur de son intérêt, de ses compétences. Oui. Comment parce que j'imagine que viennent aussi des gens qui sont juste intéressés, mais vont vous dire oui, mais moi j'y connais rien. Comment est-ce qu'on les appuie ? Comment la dynamique en fait, ceux qui savent un peu plus les entraîne dans le projet ? Donc c'est vrai que c'est particulier par rapport à d'autres types d'endroits. En fait, on va dire qu'on est sur un type d'activité, donc il y a un Fab Lab dedans, la fabrication numérique, tout le monde ne connaît pas, même si l'imprimante 3D existe depuis longtemps. C'est pas forcément évident de se dire que je vais aller au restaurant, je vais aller dans un Fab Lab, c'est pas la même intention. Donc c'est quelque chose qui se fait sur la durée. On voit que les gens découvrent de plus en plus ce type de lieu. Par rapport au tout début où on s'est monté, c'était vraiment le début des Fab Labs, en tout cas sur Brest. Il faut voir qu'en France, les premiers Fab Labs a ouvert en 2007, et ça a démarré dans le monde en 2001. Aujourd'hui, dans quasiment tous les collèges, on va trouver une imprimante 3D, ce qui n'était pas le cas il y a 6-7 ans, quoi, au démarrage. Donc on voit que ça se démocratise, et donc il y a de plus en plus de gens qui savent ce que c'est déjà. En général, quand on accueille du public, quand on fait des animations, on va dire que
il y a 20-30% qui ont déjà entendu parler du mot Fab Lab, et il y a peut-être 10% qui ont déjà utilisé un Fab Lab, ce qui est déjà pas mal quand même aujourd'hui, mais ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années. On va avoir 3 types de publics. On va avoir des gens qui viennent juste pour la découverte. Ils sont jamais rentrés, ils savent même pas ce que c'est. Donc ils viennent voir, ils ont entendu parler que c'était un peu fun, qu'il y avait des choses, ou alors ils viennent parce qu'on leur a dit de venir. Il y a une occasion spéciale Il y a des gens qui arrivent et ils ont vraiment une intention très très précise. Ils veulent imprimer un objet en 3D, ils veulent faire une découpe laser, ils savent pas trop ce qu'on peut y faire autrement. Et puis après, il va y avoir des gens qui ont des projets là, qui ne savent pas forcément comment le faire, mais ils veulent être accompagnés. Ils se disent que potentiellement, avec un Fab Lab, on pourrait le faire, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions ailleurs. Donc on va pouvoir avoir ces trois catégories de personnes. Et ce qui est intéressant pour nous, on s'en est rendu compte au fur et à mesure qu'il n'y avait pas que l'aspect machine, service qui importait, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui étaient produites sur de l'informel, c'est-à-dire qu'une personne qui va rentrer ici, finalement, elle va souvent émerveiller en fait, par tout ce qu'elle voit. Donc elle a une première intention, mais elle va ressortir avec plein d'autres choses. Donc c'est des gens qui vont avoir le déclic tout de suite, ou c'est des gens qu'on va revoir 2 ans après avec une idée qui va être beaucoup plus en adéquation finalement avec ce qu'on fait dans l'espace. Je prends un autre exemple. Donc là, c'est plutôt par rapport à la technologie. On va dire que 90% des personnes qui veulent fabriquer un objet au Fab Lab demandent à ce que ça soit fait en impression 3D, dans leur première demande, quoi. C'est vrai que c'est un peu la machine iconique, celle qui sert de passeport en fait à quelque part. Voilà, on est un Fab Lab à partir du moment où on a une imprimante 3D. C'est ça. Dans l'idée. Et 90% des gens qui ressortent avec un objet l'ont fait autrement. Bon, pour donner caricaturer un petit peu. Pourquoi ? Parce que l'imprimante 3D a aussi ses contraintes, ses limites. Ça peut être coûteux, ça peut être long. Et on s'aperçoit qu'il y a d'autres machines, comme la découpe laser, qui va être beaucoup moins coûteuse et qui va permettre de faire des choses tout aussi intéressantes, quoi. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme une découpeuse laser, enfin une imprimante 3D, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme machine qui marche bien, qui est très utile, auquel on ne penserait pas forcément de premier abord? On va avoir donc ici toutes les machines qu'on peut trouver dans un Fab Lab classiquement. Donc, dans un Fab Lab, on va décomposer en 3 parties. On va avoir une partie d'équipement, d'outillage manuel, parce qu'il y a toujours des petits trucs à faire qui sont nécessaires pour fabriquer un objet, rien que pour l'assemblage. On va trouver les machines classiques, ce qu'on appelle les machines à commande numérique. Donc l'imprimante 3D, il y en a 4, la découpeuse vinyle, la fraiseuse numérique et la découpeuse laser. Donc 4 machines qui permettent de travailler la matière. Donc on peut les découper en 2 parties, ces machines, ce qu'on appelle les technologies additives, où on ajoute de la matière, on part de zéro. Donc ça, c'est l'imprimante 3D. Et on va avoir toutes les technologies soustractives, on part d'un bloc de matière qu'on vient travailler, on grave, on enlève de la matière, quoi. Et ensuite, on va avoir des choses qui sont venues un petit peu après dans les Fab Labs. Donc c'est ce qu'on appelle l'électronique open source, donc avec l'Arduino, les cartes Raspberry Pi. Donc c'est 2 cartes électroniques un peu emblématiques qu'on trouve partout dans le monde également. Et là, en fait, ce qui est important, c'est le côté numérique, c'est qu'est-ce qu'on partage. Donc sur le côté matière, on va partager des plans en open source à travers le monde. Donc un objet que je fabrique aujourd'hui à Brest et que je partage va pouvoir être fabriqué demain au Brésil parce qu'il y a les mêmes machines. Donc j'ai utilisé plus ou moins le même logiciel, ou en tout cas j'ai développé la maquette de cet objet-là de façon numérique. Et donc je récupère l'objet physique, oui, mais je peux transmettre à moindre coût son plan, son schéma. Donc c'est pour ça que plus la machine que je mets dans cet espace est spécifique, plus elle est technique, moins j'ai de chances de la retrouver ailleurs dans le monde. Et donc du coup j'ai plus cette possibilité de partage, de contribution, de communauté. Donc c'est pour ça c'est important de bien comprendre l'état d'esprit, parce que au-delà du partage sans autre intention que de l'intérêt général en open source, il y a aussi l'intérêt qu'on peut avoir à partager et aussi à récupérer de la donnée d'autres acteurs, parce que la plupart des gens quand même s'inspirent de ce qui existe déjà sur Internet pour faire leurs projets, et quand ça n'existe pas, ils le font par eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'ils ont
99% des gens on se sont quand même renseignés, ce qui est un état d'esprit quand même naturel, comme quand on fait de la recherche, on regarde si ça n'a pas été fait ailleurs avant de refaire quelque chose soi-même. Et donc après, on contribue donc en contrepartie. Donc ça s'inscrit complètement dans l'idée de l'open source, de pouvoir toujours viser à partager oui. au moins l'essence de ce qu'on a fait et de la rendre réutilisable, transformable. Alors il y a plein de postures en fait possibles au niveau du partage. On peut avoir une posture, comme je disais, plutôt sur l'intérêt général. J'ai pris quelque chose, je contribue moi-même sans en attendre quoi que ce soit en retour. Mais il y a plein de postures intermédiaires où c'est intéressant, même pour moi, économiquement, de partager. C'est-à-dire que on peut s'inspirer beaucoup de ce qui a été fait sur l'open source software. Donc il y a ce qui est né largement avant ce qu'on appelle l'open source hardware, donc l'aspect matériel, parce que ça me donne d'autres avantages. Par exemple, aujourd'hui, il y a quelques années, pour pouvoir fabriquer un objet, le produire et le distribuer à des clients, à des usagers, je suis obligé de créer une usine de production ou de travailler en partenariat avec une usine de production. Donc, ce qui amène quand même pas mal de contraintes pour un créateur ou un entrepreneur. Oui, si c'est pour créer une dizaine de pièces, c'est démesuré. Et même des milliers, si j'ai pas envie de faire ce partenariat-là ou si j'ai pas encore réussi à convaincre que mon projet était intéressant, ça veut dire que j'ai quand même cette barrière-là. Je peux pas tester avec des clients facilement tant que j'ai pas fait ce partenariat sur la production. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec on va dire une dizaine de milliers de Fab Labs dans le monde. Ça veut dire que potentiellement, si je crée une communauté autour de mon projet, je peux avoir 1000 bêta-testeurs sur mon projet sans avoir fait aucun partenariat avec une usine ou une entreprise. Donc, ce qui va être distribué sans problème d'exportation juridique et sans empreinte écologique sur le transport de matériel. Donc il y a énormément d'intérêt en fait à travailler de cette manière-là. Tout à fait. Et comment ça s'articule avec l'innovation ouverte Alors l'innovation ouverte, donc l'aspect open source, on va dire c'est un outil qui permet de faire de l'innovation ouverte. Donc nous on a une vision, si je prends une vision assez générale de l'innovation ouverte, c'est-à-dire j'ai différentes façons d'ouvrir mon processus d'innovation. Je peux, dans mon entreprise, impliquer plus largement mes salariés dans la création d'un produit. Donc, ça veut dire que j'ai une capacité d'innovation beaucoup plus élargie. Je peux travailler avec des clients pour co-construire mon produit. On voit par exemple l'entreprise Salomon qui a créé ses chaussures de trail, donc qui travaille en collaboration avec ses clients en organisant des trails, des choses comme ça. Donc là, c'est une vision purement d'intérêt pour l'entreprise. Et puis après, je peux continuer à augmenter. Je peux travailler avec des entreprises de secteurs d'activité différents. Je peux travailler avec des entreprises du même secteur d'activité parce que je sais que je ne peux pas faire l'action tout seul. En tout cas, je n'aurais pas autant de rentabilité que si je le faisais ailleurs. Je prends un exemple d'une entreprise. Il y a des fois, on se pose la question, pourquoi on mettrait en open source, on mettrait en ouvert telle ou telle chose. Oui, pourquoi est-ce qu'on donnerait quelque chose qui fait partie du trésor de l'entreprise, c'est ça. Donc là, on pense propriété intellectuelle et on a plutôt tendance à vouloir cacher quand on a trouvé quelque chose d'intéressant. Il y avait une entreprise là qui avait inventé un processus là pour recycler ou faire des combinaisons de plongée recyclées, quoi. Donc je crois que c'est au niveau de La Rochelle, si je dis pas de bêtises. Donc on a quelque chose qui a une certaine valeur ajoutée, donc on pourrait penser que l'entreprise a plutôt breveté. Et pour autant, elle l'a pas fait. Elle l'a partagé avec son concurrent en mettant en open source. Pourquoi ? Parce que la seule possibilité pour cette entreprise de se développer est que la filière de recyclage existe. Donc il y a un ensemble, une partie finalement de la chaîne de production qu'elle ne maîtrise pas. Et sa seule possibilité de s'agrandir, c'est que tous les autres concurrents utilisent le même truc et font en sorte que le truc existe. Sinon, tout seul, elle a tout intérêt à partager. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, et il y en a plein d'autres.
Et qu'est-ce qui sort de l'Open Factory? Des maquettes, des capteurs, j'ai vu. Donc il y a, on va dire, d'un côté de la production matérielle. Au tout départ où on s'est monté, on était plutôt... voilà, on n'allait pas beaucoup plus loin que le prototype à l'échelle unique, quoi. Et aujourd'hui, avec des projets qui ont un peu plus d'ampleur, avec aussi plus d'expérience, on arrive jusqu'à des petites séries pour montrer que qu'on a un produit innovant, etc. On va le tester beaucoup plus proche de l'aspect commercial, quoi. Sachant qu'on ne fait pas d'activité commerciale. C'est notre limite. Donc notre limite, c'est créer des produits innovants ou des services innovants, montrer que ça marche, et accompagner des entreprises ou des entrepreneurs sur ce sujet-là. Donc ça, c'est une partie matérielle, et puis l'autre, ça va être la connaissance, et puis aussi la communauté. C'est deux productions aussi. Les gens qui ressortent d'ici ne ressortent pas forcément avec un objet, mais ressortent avec des nouveaux outils pour travailler en collaboratif, sortent avec aussi un réseau un peu nouveau. Et donc l'effet de communauté va beaucoup aider aussi les acteurs qui utilisent l'espace, quoi. Et si on prend quelques exemples concrets, voilà, je prends 2-3 derniers projets peut-être matériels. Un projet qu'on a fait l'année dernière qui est allé assez loin, donc c'était un projet pour un laboratoire de recherche. Ils avaient besoin le projet s'appelle Foodrest, c'est un projet donc de recherche qui visait à mieux comprendre les comportements des foyers sur le gaspillage alimentaire. Donc classiquement, ils font des entretiens, ils vont voir les gens pour faire ces analyses des sciences humaines, quoi. Et donc, ils ont eu l'idée de se dire comment je pourrais avoir, avec des outils technologiques, des informations plus précises que je ne peux pas avoir facilement, ou alors qui sont un peu difficiles à obtenir. Et donc, ils nous ont demandé de voir si c'était possible de réaliser une balance connectée pour pouvoir les tester donc sur Brest, quoi. Et donc, on a réalisé ces balances connectées. Alors, bien sûr, il y avait quelques contraintes spécifiques techniques, quoi. Et donc, elles ont été testées là, pendant 2 fois 2 mois l'année dernière sur 50 foyers brestois. Et ce besoin-là, il n'existait pas sur le marché. Je ne pouvais pas faire l'autre. Donc, on a eu cette capacité à développer quelque chose de personnalisé là, pour un laboratoire de recherche. En gros, c'est la posture. Les gens qui viennent ici, ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut le faire? Et donc, ça fait maintenant... C'est la 6e année que l'Open Factory est ouverte. Où vous en êtes au niveau des équipes? Vous êtes beaucoup agrandi? Oui, on a démarré à 2 avec Mathieu Cariou. Et puis, on a assez vite vu par rapport au développement des Fab Labs ailleurs en France ou dans le monde qu'on allait être limité si on restait petit en termes d'objectifs et d'activités, surtout au sein d'une université, quoi. En moyenne, il y a 2-3 personnes dans un Fab Lab classiquement, quoi. Et donc tout de suite, on a été vers 7-8 personnes au bout de 2-3 ans, justement pour apporter d'autres composantes. Donc il y a, en plus de l'aspect matériel, ce qui nous avait beaucoup intéressé, c'est le travail en collaboratif. Donc on a été chercher des compétences en intelligence collective, en créativité, donc tout ce qui était intéressant finalement pour développer un projet de manière durable, de manière saine et collective, quoi. Et donc du coup on se retrouve aujourd'hui à 14 personnes. Alors, il a fallu aussi démontrer le modèle économique au fur et à mesure, hein, donc ça c'est quand même pas... On a profité de quelques appels à projets pour augmenter l'équipe, mais à chaque fois il faut aussi pour nous faire des recettes pour pouvoir continuer à garder les salariés, quoi. Donc 14 salariés. 14 salariés, sachant qu'il y en a 2 sur projet, donc là pour l'instant on vise entre 12 et 13 personnes en stabilisé pour quelques années encore. Et vous accueillez des stagiaires peut-être? On accueille une 60aine de stagiaires par an, alors, sachant qu'il y a 3 types de stages. Alors, on a les stages de découverte, on accueille une 20aine de stagiaires de 3e tous les ans. Les stages de formation, donc des gens qui veulent apprendre plutôt des choses, ils ne connaissent pas forcément. Et puis les stages sur projet, donc on porte des projets, où on accompagne des projets avec des collaborateurs et on vient amener des stagiaires justement pour qu'ils aient de l'expérience de projet. Donc là on va aller chercher plutôt les disciplines en particulier, quoi. Et vous vous organisez plutôt en équipe, ou vous le disiez, plutôt par projet? Donc vous mélangez, des gens font plusieurs choses en même temps ou de façon plutôt en séquence?
En fait, on a toujours cette double intention, d'un côté de répondre à un besoin spécifique de manière efficace, et de l'autre côté de faire des croisements. C'est vraiment très important pour nous que l'objectif visé, ça soit donc sur les missions de l'Open Factory, de travailler avec les étudiants, les enseignants-chercheurs et de connecter ces personnes-là à des entreprises, des collectivités, donc finalement reconnecter l'université à son territoire. Simplement, c'est pas en claquant des doigts qu'on fait ça, qu'on va trouver les bons étudiants au sens la bonne discipline pour le bon projet au bon moment. Donc ça, c'est le truc classique qu'on essaie de faire dans toutes les universités, puis ça marche jamais, rien que parce que les agendas sont jamais synchronisés. Voilà. Donc ça se fait pas naturellement. Donc pour nous, on choisit de développer une communauté, faire des partenariats avec des composantes, développer des services en interne. On fait des formations pour des étudiants de différentes disciplines. Donc c'est-à-dire qu'on connaît les gens, on connaît leur emploi du temps, on fait des partenariats, on dit comment vous voulez pas changer votre maquette par exemple pour avoir une session projet à cet endroit-là parce qu'on a des partenaires qui peuvent être intéressés. De l'autre côté, on a quand même travaillé avec les partenaires avant. On a répondu en direct à leurs besoins et puis on a vu que il y avait un besoin plus long terme, mais bon, d'abord il fallait répondre à leurs premiers besoins. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les choses deviennent beaucoup plus naturelles et on arrive à connecter les choses ensemble, quoi. Donc je pense que depuis 2-3 ans, là, on voit que ça devient beaucoup plus naturel et au départ, c'était un peu poussif de créer ces connexions, quoi. Et ça, c'est chouette. Je peux prendre l'exemple de l'ESIAB à Quimper. Donc on a plusieurs antennes à l'Open Factory. On a cet espace ici au Bougain à la faculté des sciences. On a un espace à Quimper de 100 mètres carrés plutôt spécialisé sur l'alimentation, l'agroalimentaire. Et on a un deuxième espace à Bellevue de 450 mètres carrés, donc, qui est plutôt pour objectif d'être ancré dans un quartier de la métropole. Et donc à Quimper, donc on a une dynamique autour de laboratoires de recherche et des étudiants autour de l'alimentation, l'innovation en alimentation. Et de l'autre côté, on avait un partenariat qu'on a depuis début 2020, si je ne dis pas de bêtises, avec la Fondation IDIS, donc, qui travaille dans le secteur du médico-social, donc, avec des personnes âgées, des gens qui ont des problématiques de handicap, des enfants qui peuvent être placés, des problématiques assez larges en fait. Et puis on a pu voir, un peu par hasard, qu'il y avait des problématiques autour de l'alimentation au niveau de la Fondation IDIS, alors que ce n'était pas le premier objet de la collaboration. Et aujourd'hui, on a des formations sur l'innovation qu'on fait à l'ESIAB, on a des heures qui sont prévues pour ça, on a des projets, des besoins de l'autre côté, on a juste à venir connecter ensemble, et là, en avril, en mars, on démarre du coup un projet avec une cinquantaine d'étudiants, donc ils vont travailler sur l'innovation pendant 24 heures, si je ne dis pas de bêtises, et puis ils vont travailler sur le sujet qui est lié à l'alimentation pour les personnes âgées. Donc comment redonner envie de manger, comment travailler les textures pour redonner envie aux personnes âgées de manger des choses saines, quoi. D'accord. Voilà. Oui, vous avez ouvert beaucoup de pistes, vous touchez beaucoup de thématiques et d'objets. J'ai vu qu'il y avait un Music Lab, aussi un Handy Lab. Voilà. Vous organisez des handicafés, c'est ça ? Alors ça, c'était avant. On avait cette dynamique-là. Aujourd'hui, on est plus sur des animations de marathon créatif autour du handicap et du projet. Donc notre organisation est venue un peu naturellement. Au début, finalement, on avait cette composante un peu transversale, Fab Lab avec les machines à commande numérique. Et puis on s'est rendu compte après qu'il y avait des thèmes quand même qui ressortaient fortement. Et d'un point de vue communication et animation, organisation, on a voulu avoir une stratégie amener une meilleure visibilité finalement dans nos actions en les organisant par programme d'activité. Donc aujourd'hui, on a 11 programmes d'activité thématiques dans lesquels on va retrouver de l'accueil de stagiaires, on va retrouver des marathons créatifs, on va retrouver des projets collaboratifs, ce qui nous permet finalement de recenser toute l'activité musique qu'on peut avoir ou culturelle
plus largement, ou des activités mères. Comme ça, c'est assez visible pour les différents acteurs de voir en fonction de leur centre d'intérêt. Si c'est purement technique, ils vont regarder qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue technique. Si c'est purement thématique, ils vont aussi avoir cette porte d'entrée-là. Donc 11 laboratoires thématiques. Donc, je donne quelques exemples. Un laboratoire sur la santé, un laboratoire sur le handicap, sur la mer, sur les technologies ouvertes, sur les objets connectés, sur le recyclage. Donc des thématiques d'intérêt, en fait, finalement, qui sont venues naturellement au fur et à mesure du temps. Et on a 2 programmes qui représentent nos compétences. Donc, on va retrouver beaucoup de formations dedans. Donc, c'est le programme qui s'appelle Fab Campus, donc sur toute la partie prototypage numérique, et le programme Disrupt Campus, donc sur la partie stratégie d'innovation, intelligence collective, créativité. Donc, ça fait différentes portes d'entrée, en fait, finalement. Les gens qui veulent avoir des compétences sans regarder les thématiques vont regarder ces 2 programmes-là. Et les gens qui rentrent par une thématique sans forcément avoir une idée des compétences vont plutôt rentrer par les labs. Mais une fois rentré, il y a des chances qu'ils se rendent compte que finalement, il va y avoir plein de connexions qui vont les intéresser. C'est ça. Et c'est cet aspect informel et plus naturel des choses qui nous intéresse beaucoup. En fait, on veut répondre aux mêmes objectifs que la plupart des universités. Je vous parlais de pluridisciplinaire, de soft skills, de choses comme ça. Donc, c'est des choses dont on sait, donc ça a été démontré en recherche que c'était intéressant et important. Par contre, en termes de mise en œuvre, c'est hyper difficile. Et donc, ce qui nous intéresse à l'Open Factory, c'est de travailler sur le concret, comment je mets en œuvre pour atteindre ces objectifs-là. Et c'est pas évident. Et donc, c'est des petits points particuliers. Si je prends, par exemple, l'objectif de la motivation des étudiants ou de l'engagement étudiant dans leur cursus. Je vais regarder. On peut s'apercevoir que l'enseignement, des fois, il est un peu pénible, un peu chiant, il est théorique, donc c'est pas très agréable. Donc, il y a différents vecteurs qui ont été démontrés, de dire, voilà, on peut mettre les étudiants à travailler sur des projets concrets. Et tout d'un coup, la théorie prend du sens. Voilà. Et ça reste des choses qui sont, on peut dire, conceptuelles, quoi. Maintenant, c'est comment on le fait, en vrai. Sur le terrain. Voilà, sur le terrain. Et c'est là que nous, on apporte quelque chose. Je prends un exemple, des étudiants qui vont faire de l'électronique. Il y a des étudiants qui sont à l'aise sur les choses qui sont abstraites, ils ne vont pas avoir de problème sur la théorie. D'autres, ils ont appris à faire des schémas électriques sans avoir jamais branché une LED, par exemple. Ouais. C'est quand même dommage. Donc, ils n'arrivent pas à se représenter le concret derrière ça. Donc, certains viennent juste comme ça, d'un point de vue purement pédagogique. D'autres sont presque désintéressés, tellement ça paraît abstrait ce qu'ils font. Ouais. Et ils viennent là par un intérêt connexe, un intérêt personnel. Par exemple, comment je peux apprendre l'électronique en faisant des instruments de musique. D'accord. Et là, j'ai un but, un objet qui a du sens. Donc ça, c'est le sens qui est important. J'ai l'impression de contribuer à quelque chose, quoi. Et donc, je fais quelque chose pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Et là, j'apprends à faire l'électronique. Donc, j'ai plein de postures différentes qui correspondent finalement aux besoins, besoins des étudiants. Les questions vont être amenées non pas par grands sujets, mais par problèmes empiriques au fur et à mesure, et vont ouvrir en fait de l'apprentissage qui correspond en fait à la réponse, à différentes réponses qu'on peut apporter à cette question. Donc en termes de résultats, alors bien sûr, on n'est que 14, l'université c'est 20 000 étudiants, on ne peut pas toucher tous les étudiants. On essaie de démontrer des grands principes et de voir comment on peut déployer l'activité. Mais globalement, aujourd'hui, si on regarde du point de vue étudiant, déjà, on veut lui donner envie de venir à l'université, mais si on regarde juste l'aspect pédagogique, sur l'état actuel des choses, et qu'on analyse l'expérientiel, ils vont avoir la possibilité de faire de l'expérientiel en stage de Master 1 quand il y en a, et sinon c'est un Master 2. Donc j'attends la fin du cursus avant de comprendre le besoin finalement qu'il y a dans le secteur, quoi. Et donc je suis obligé de me taper de l'abstrait jusqu'à la fin, en considérant que je suis arrivé jusqu'au bout, quoi. Donc l'objectif pour nous, c'est de les motiver dès le début et de pouvoir créer des collaborations avec notre communauté de partenaires à l'extérieur dès le début de leur formation. Donc bien sûr, ils ne vont pas apporter à une entreprise autant qu'un Master 2, mais à nous de mettre en œuvre pour que ça marche. Donc ça, on le fait on essaie de l'amplifier dans le cadre d'un projet européen qu'on a depuis fin 2021.
On a pu le tester une première fois donc avec les IA, mais une deuxième fois avec les sciences de l'éducation sur l'ingénierie pédagogique. On a mis des étudiants de L2 à répondre à des besoins donc, de la faculté de médecine. Donc ça, c'est des futurs médecins qui avaient créé leur cabinet. Et de montrer que même en L2, s'ils n'ont pas les compétences encore, ils peuvent apporter quelque chose. Et donc là, on joue sur 2 composantes. La créativité des étudiants, leur capacité à proposer des idées, même sans la compétence disciplinaire. Et on apporte la touche disciplinaire quand même qui peut être nécessaire quand même sur certains projets en faisant du mentorat étudiant. Donc on vient payer des étudiants de master 1 ou 2. D'accord, qui viennent en appui. Voilà, sur des trucs spécifiques. Donc qui fait aussi qu'on va mélanger des étudiants de master avec des étudiants de licence, quoi. Donc voilà, ça c'est ce genre de mise en œuvre qui prend énormément de temps et qui correspond pour nous au final à un objectif pour tous les usagers en fait, c'est comment favoriser la participation des usagers dans des activités qu'on propose à l'Open Factory. Et ça va être des choses des fois très spécifiques, comme si je veux augmenter la participation des doctorants aux activités de l'Open Factory. Donc ce qu'on a testé depuis 2 ans, c'est que chaque doctorant, pour pouvoir passer sa thèse, va devoir avoir des crédits de thèse. Il doit avoir un certain nombre de crédits. Et pour ça, il va faire des formations, des conférences, etc. Et des fois, il est obligé de faire des choses qui ne l'intéressent pas vraiment pour avoir ses crédits. Et ben, on a pu négocier avec les écoles doctorales que chaque heure passée à l'Open Factory sur un événement était égale à un crédit de thèse. Donc ça, c'est un exemple qui permet de légitimer et de favoriser la participation. Tout à fait. Et on le fait pour tous les types d'usagers après. Sur les connexions en dehors de Brest, où vous avez donc évoqué Quimper, il y a l'Open Factory a d'autres collaborations. J'ai vu que vous avez un projet Fab City. Oui. Donc Fab City, c'est né sur Brest en 2017. Donc on a travaillé avec un élu donc de l'économie sociale et solidaire et du numérique, Ronan Pichon. Et donc on a proposé ce projet Fab City Brest. Et donc on a été labellisé en 2017 sur ce projet. Et donc Fab City, c'est une initiative qui est née en 2013-2014, si je ne dis pas de bêtises, dans la même communauté des Fab Labs. Il y avait depuis 2001, je vous ai dit, le premier Fab Lab est né. Et au bout de 10 ans, donc c'était le MIT qui a inventé ce concept-là, il y a eu la création de la Fondation internationale des Fab Labs, et au bout de 10 ans, ça avait explosé. Les Fab Labs naissaient partout. Et le créateur s'est dit où on va, c'est super, mais bon. On est un peu dépassé par. On est un peu dépassé, ouais. Et donc, Barcelone, qui était un des plus gros Fab Labs du monde, le Fab Lab de Barcelone, avec cette Fondation internationale des Fab Labs et le MIT, ont proposé la création du concept Fab City. En gros, le Fab Lab, c'est un espace ouvert avec des machines pour que les gens puissent fabriquer des objets. Donc ils se sont dit peut-être qu'on est un peu limité en termes d'objectifs, on peut peut-être lui donner un peu de hauteur. Et en gros, cette Fab City répondait à la question de quelle est la place d'un Fab Lab dans un territoire. Et donc on est venu rajouter une couche un peu plus haute pour se dire qu'est-ce que le Fab Lab peut produire au-delà des connaissances sur un territoire. Et donc Fab City est venu sur sa composante production locale. Production, donc on passe du prototype au produit. Comment le Fab Lab peut participer, qu'on peut contribuer à rendre un territoire plus productif. Donc, avec du coup un objectif qui était assez simple, simple dans son énoncé mais difficile dans la pratique, c'était que chaque Fab City devait être autonome à 50% à l'échelle de 2054 sur tous les sujets. Donc ça veut dire agriculture, ça veut dire l'eau, ça veut dire toute l'énergie et la fabrication d'objets. Pourquoi la fabrication d'objets ? Donc limiter les importations et produire localement, quoi. Donc le Fab Lab pouvait répondre en partie. Et aujourd'hui, finalement, tous les contributeurs possibles sont tous les acteurs du territoire, bien sûr, mais tous ceux qui peuvent fédérer, ça va être ce qu'on appelle les tiers-lieux, qui sont finalement le même principe qu'un Fab Lab, mais avec des ressources différentes. Le Fab Lab, c'est les machines à commande numérique.
Un jardin partagé, c'est le partage de la terre, partage d'outils et de recettes, de savoir, quoi. Les garages partagés. Donc chaque composante va pouvoir contribuer finalement à un objectif de production locale. Et donc aujourd'hui, FabCity sur Brest, c'est un ensemble de tiers-lieux, c'est aussi un ensemble d'entreprises et d'acteurs du territoire qui participent. Donc il faut voir ça comme quelque chose de multi-échelle. Bien sûr, si on veut être autonome en eau, il va pas falloir rester à l'échelle de la métropole. Peut-être aller à l'échelle à minima de la région, quoi, parce que les sources en eau sont pas sur le territoire. Sur l'agriculture, il faut regarder les zones rurales aussi, donc on est sur des multi-échelles en fonction des thématiques sur lesquelles on travaille. Mais c'est ce principe-là de relocalisation qui est important. Donc pour nous, pour la fabrication numérique, si on veut aller plus loin, nos objectifs futurs, c'est d'amener la fabrication d'objets à l'échelle de manufacture, d'usine. Donc le Fab Lab ne peut pas produire beaucoup d'objets. Donc si j'invente un modèle de tabouret et que 1000 personnes sur Brest veulent l'acheter, je ne peux pas le produire. Oui. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est de fabriquer, du coup d'aider ou de faire en sorte que des petites usines de production à différentes échelles puissent exister sur le territoire. D'ailleurs, l'État va dans le même sens avec la NCT, puisqu'ils ont lancé plusieurs appels à projets depuis l'année dernière, donc l'appel à projet fabrique de territoire, puis aujourd'hui l'appel à projet manufacture de proximité, qui n'est autre que une échelle supérieure de Fab Lab, donc plutôt que qu'il y a un intermédiaire avec des grandes usines de production, quoi. Très bien. Pour l'Open Factory, le futur à court, à moyen terme, c'est qu'est-ce qui vous motive? Quel projet vous voudriez voir émerger? Qu'est-ce que vous défendez en ce moment? Depuis le début, on défend plutôt l'innovation sociale, donc on veut répondre à des besoins. Ça nous arrive beaucoup de développer des technologies, mais ce n'est pas la première porte d'entrée. Grâce à plusieurs partenariats qu'on a créés depuis 2 ans, on a des sujets qui sont vraiment chouettes, qui nous portent vraiment. Donc je prends l'exemple du partenariat avec la Fondation ULIS. Donc c'est un partenariat sur 4 ans. Donc on travaille avec des enfants placés, on travaille avec sur des problématiques d'EHPAD et puis des problématiques de handicap. Donc des personnes en situation de handicap qui ne sont plus forcément patients, qui n'ont pas de moyens en fait d'avoir l'aide qui convient, l'aide technique qui convient. Et donc nous on vient répondre à ça. Et du coup dès qu'on arrive à apporter une réponse, c'est super enrichissant pour nous, c'est intéressant. Et on a créé un partenariat équivalent avec Brest Métropole Habitat, où on travaille sur l'habitat social. Et donc on a plein de sujets très porteurs et très intéressants pour nous. Par exemple, travailler sur l'habitat saisonnier. Aujourd'hui en Bretagne, il y a en gros 50 000 emplois saisonniers. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture pour travailler, quoi. Donc il y a énormément de besoins et pour nous, c'est un des beaux enjeux. Voilà. Et donc ça, c'est des objectifs, donc c'est qui nous donne une cible à atteindre. Mais au-delà de ça, finalement, l'approche innovation ouverte, c'est-à-dire travailler avec des salariés, tous les salariés d'une entreprise, et travailler avec des usagers, c'est hyper riche que de travailler qu'avec un service de recherche et développement. Parce que on a une diversité d'acteurs. Par exemple, avec Brest Métropole Habitat, on travaille à la fois avec des gardiens d'immeubles qu'avec des cadres de BMH, quoi, sur un même projet. Ça permet d'ouvrir les interrogations, les questions et la manière de penser de la sortir des cadres qu'on peut partager au sein d'une discipline ou d'une même formation. C'est ça. Ça évite la dérive de rester trop conceptuel. Les gens qui sont sur le terrain, c'est eux qui nous guident, nous disent non, là, moi j'ai besoin de ça là. Plutôt que d'arriver avec une solution et de vouloir l'imposer partout. C'est ça. En plus de ça, il y a cette notion de participatif. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'Open Factory, en plus des services qu'on propose, donc je les rappelle, la formation, l'accompagnement de projet et l'émergence de l'innovation. Donc c'est pour nous comment, au-delà d'accompagner des gens qui ont une intention, c'est d'inspirer les autres à innover. Souvent, les gens se disent l'innovation, c'est pas pour moi en fait, parce que je me suis fait une image peut-être technologique de l'innovation. Et du coup, je vais pas dans ce genre
d'espace-temps, quoi. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est inspirer, dire c'est possible en fait, on peut faire plein de choses. Donc ça, c'est nos 3 services qu'on propose. Mais on a aussi de la R&D, on fait nous-mêmes de la recherche et développement, on développe des outils, des concepts et des méthodes. Donc on vient s'intéresser, c'est pour ça qu'on a aussi recruté des gens qui ont des profils très particuliers, très spécifiques et beaucoup plus sur les sciences humaines. Donc, on travaille sur les mots, on travaille sur la proxémie, on travaille sur la question du sens. Donc, si l'année dernière, on a beaucoup travaillé sur la notion de participatif, justement, pour pouvoir avoir des méthodes plus efficaces de développement dans les projets. Comment améliorer la participation dans un projet, sachant que quand on regarde le champ lexical autour du mot participatif, il y a peut-être une centaine de possibilités finalement de participer à quelque chose. Donc c'est bien de savoir se situer et de ne pas mélanger toutes les notions entre elles. Et donc avec cette recherche un peu réflexive, ça nous permet d'être beaucoup plus pertinent, de focaliser sur les bons outils. Si les personnes qui nous écoutent veulent suivre l'actualité de l'Open Factory ou ton actualité, quels moyens s'offrent à elles? Donc on a notre site internet et puis les réseaux sociaux. Alors, faut voir que c'est un petit peu le défaut de l'Open Factory quand même, la communication. Ça fait relativement peu de temps qu'on a quelqu'un sur la com et puis on aimerait bien recruter quelqu'un encore sur le sujet. Donc on va dire qu'on communique pas hyper bien. Mais en même temps, c'était aussi un petit peu fait exprès parce que il faut voir qu'on a quand même beaucoup de demandes. En moyenne, on a une 30aine de demandes par semaine. Donc, rien que répondre à des mails, c'est difficile pour nous. Donc plus on communique, plus on se met en difficulté. Donc notre problématique est plutôt de la communication ciblée. Et donc on va avoir dans très très peu de temps un nouveau site internet où donc là ça sera peut-être un peu plus clair les informations, mais en tout cas pour nous contacter sur notre site actuel où il y a une rubrique nous contacter, on répond au formulaire de contact, c'est le meilleur moyen d'avoir une réponse rapide. Et sinon on a, il faut savoir qu'on a une dizaine, voire peut-être cette année un peu plus, de marathons créatifs sur les différentes thématiques. C'est très facile d'avoir cette information-là et c'est très facile de découvrir l'Open Factory donc par une activité concrète. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une intention de porter un projet ou quoi que ce soit. C'est un peu mieux qu'une réunion ou une visite parce que du coup, là, on fait quelque chose avec les autres et on se rend compte que c'est là que les gens voient vraiment l'intérêt. C'est en participant, en faisant une activité à l'Open Factory. Sinon, tous les premiers vendredis du mois, de 14h à 16h, on a des visites libres. Donc, il y a juste besoin de prendre une petite inscription. De faire une inscription. Mais voilà, ça reste sur ce créneau-là tous les... Donc, c'est portes ouvertes. Hein. Une sorte de porte ouverte tous les mensuels. Quoi. Ouais. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Yves Carré. Merci à vous. Voilà, nous espérons que cet épisode vous aura plu. Comme toujours, commentaires, questions, soit par email coucou@lacantine-brest.net, soit sur Twitter avec le handle @handolofrase.